Salut et bienvenue dans le Mycélium. Je m'appelle Claire et sur ce podcast, je te partage mes lectures et mes apprentissages pour nourrir nos réflexions, décristalliser nos idées reçues, se mettre à la page sur les questions de féminisme, de diversité et d'inclusivité dans toutes leurs ramifications. À chaque fois, je te propose de suivre un nouveau filament du Mycélium pour voir où il nous mène. C'est parti pour l'épisode du jour. En février, c'est le Black History Month. Et si tu as des dons d'observation, tu es en train de te dire « mais on est en mars ?» Finement observé, ça confirme une fois de plus que les dates anniversaires, les grands jours, etc., c'est vraiment pas mon truc. Entre le moment où je me suis dit que j'allais faire quelque chose et la date de publication de l'épisode, le mois de février est passé assez vite, même avec une année bissextile. En même temps, j'aurais tendance à dire que ces questions, c'est comme le 1er mai pour les droits des travailleurs et travailleuses ou le 8 mars pour les droits des femmes, ce sont des sujets auxquels on devrait s'intéresser toute l'année. Et oui, tel un chat, je retombe sur mes pattes. Alors le Black History Month, qu'est-ce que c'est ? Littéralement, le mois de l'histoire des Noirs, c'est une commémoration annuelle de la diaspora africaine. Une initiative qui vient des États-Unis, renouvelée chaque année, et qui depuis a essaimé dans d'autres pays comme le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande ou la Côte d'Ivoire. Pour la France, c'est encore assez timide. Bien sûr, je ne suis pas la mieux placée pour parler de ces sujets, mais je me suis dit que j'allais quand même faire quelque chose, et donc compiler quelques lectures, pas trop de surprises, sans ordre particulier, à cette occasion. Parce qu'encore aujourd'hui, c'est très compliqué pour les personnes non blanches, et surtout les femmes, de se faire publier, notamment en France. Pour faire ma sélection, je me suis inspirée d'un projet un peu ambitieux dans lequel je me suis embarquée il y a plusieurs années, un tour du monde littéraire. C'est-à-dire que je me suis mise au défi de lire au moins un livre de chaque pays. Bon, même si je suis loin d'en avoir fait le tour, je trouve que c'est un challenge super intéressant, car ça permet d'élargir ses horizons, de sortir de ce que j'appelle le triangle des Bermudes, France, Royaume-Uni, États-Unis, et de découvrir des auteurs et autrices différentes, des façons différentes de raconter des histoires, des thématiques et des points de vue différents, etc. C'est quelque chose qui peut être déstabilisant au début, mais je trouve cette démarche essentielle pour ouvrir le champ des possibles, réinventer nos imaginaires. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir à comment partager ces lectures sur le blog du Mycélium, affaire à suivre. Mais revenons au Black History Month et au livre que j'ai envie de te proposer. Commençons par Le terroriste noir de Tierno Monenembo. Donc c'est un roman, on va dire historique, d'un auteur guinéen qui est tiré d'une histoire vraie, celle d'Adiba, un Guinéen qui est né vers 1916, a été adopté en France à l'âge de 13 ans, il est devenu soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale, faisant partie de ce qu'on appelait les tirailleurs sénégalais, a été recueilli par des Vosgiens qui n'avaient jamais vu de Noirs avant, et d'ailleurs on voit aussi beaucoup l'histoire du point de vue de ces Vosgiens, et entre en résistance. Le titre du livre vient du surnom que lui avaient donné les Allemands Der Schwarze Terrorist, le terroriste noir, littéralement. Je crois que c'est le genre d'histoire où la réalité dépasse tellement la fiction qu'on n'aurait vraiment pas pu l'inventer. J'ai bien aimé le style du livre, le parler très lorrain, ça change du parler classique, et j'ai trouvé que ça plantait vraiment efficacement le décor. L'histoire nous donne des bribes d'informations, des instantanés de vie, à la fois d'Adiba et des habitants et habitantes locaux. J'ai bien aimé aussi l'évolution du livre qui se divise en 2 parties. La première est plutôt amusante et légère, la deuxième beaucoup plus sérieuse. De même, au début, Adiba est, je cite, le nègre, puis le noir, et enfin, il finit par faire partie de la famille. On voit bien la progression de l'acceptation des gens confrontés à l'altérité. Au début, le musulman, je cite toujours, fait son difficile, et après, ça devient normal, on n'en parle même plus. Pour autant, j'ai eu un petit peu de mal à lire au début, j'ai trouvé que la narration par bribes un peu décousue et des allers-retours entre les différentes époques portaient un peu à confusion. Et c'est sûrement aussi dû au fait que c'est une histoire qui est plus orale qu'écrite. Quand je dis que lire d'autres pays c'est perturbant, c'est aussi pour ça. Parce qu'on manque d'habitude, qu'en France la langue orale est dévalorisée et pas vraiment enseignée, l'écrit est considéré comme supérieur, on sait pas trop pourquoi, et donc on n'a pas l'habitude de s'y frotter. Mais c'est une bonne raison de changer ça. Le deuxième roman que j'ai envie de te proposer, c'est Notre-Dame du Nil de Scholastique Mukasonga, un roman d'une autrice rwandaise. Notre-Dame du Nil, c'est un lycée de jeunes filles perché à 2500 mètres d'altitude. Les familles espèrent y protéger leurs filles des tentations pour qu'elles parviennent vierges au mariage. Et on a aussi dans ce lycée un quota ethnique qui limite à 10% le nombre d'élèves Tutsis, alors qu'en parallèle de ça, non loin, un vieux blanc, peintre et anthropologue, assure que les Tutsis descendent des pharaons noirs de Méroé.
Cette lecture, c'était une très belle surprise. J'ai beaucoup aimé la galerie de personnages et la façon dont l'autrice se sert du microcosme du lycée pour illustrer tous les profils de la société dans son ensemble. Là encore, on a un ton assez oral, mais qui m'avait beaucoup moins déstabilisée, donc j'avais beaucoup plus accroché à ma lecture. J'ai aussi aimé la construction du livre. D'abord, on a un récit calme d'une vie paisible, puis la montée inéluctable du drame du génocide. Autre point qui paraît amusant de prime abord, puis qui devient révoltant, c'est la façon dont les religieuses cultivent l'ignorance des élèves sur certaines choses comme les menstruations, le sexe, etc., et avec le lot de malentendus et de rumeurs qui en découlent. Le troisième roman dont j'ai envie de te parler, c'est La grève des battus d'Aminata Sophol. Ici, battu s'écrit B-A accent grave T-T-U. C'est un mot wolof qui désigne la calebasse qui sert de sébille aux mendiants, puis les mendiantes et mendiants eux-mêmes par extension. Le wolof, c'est une langue parlée au Sénégal, en Mauritanie, en Gambie, et nous sommes ici dans un roman sénégalais sur donc une grève des mendiants. Donc le contexte du roman, c'est que pour favoriser le tourisme, il faut, et je cite, procéder au désencombrement humain. Petite précision, c'est ainsi qu'on désignait les mendiants accusés de menacer le tourisme au Sénégal. Et donc, chasser tous les mendiants des rues. Humiliés, les mendiants se mettent en grève, ce qui perturbe toute la vie sociale du pays. À qui va-t-on bien pouvoir adresser ses prières ou faire ces dons qui doivent amener la réussite ? Donc ce roman, c'était un vrai coup de cœur. Il est très court, mais très efficace. J'ai tout aimé dedans. Le style est coloré, amusant, très agréable à lire. Les descriptions nous plongent immédiatement dans l'histoire et dans l'ambiance. L'autrice parvient à traiter un sujet relativement grave de façon légère et ça marche très bien. Le postulat de départ est très intéressant. À première vue, une grève des mendiants peut paraître absurde, parce qu'on a cette image d'inutilité. Mais cette grève permet à chacun des personnages, que ce soit les mendiants eux-mêmes ou les politiciens qui veulent les chasser, de se demander pourquoi on mendie et pourquoi on donne la charité. Et là, le rapport de force s'inverse. Parce que la charité joue aussi un rôle important pour celles et ceux qui la donnent. D'ailleurs, les marabouts que les nantis consultent leur donnent toujours pour instruction de faire tel ou tel don à des pauvres. Et d'ailleurs, c'est un récit universel qui nous invite à ne pas oublier que les riches, je mets des guillemets, philanthropes autoproclamés, ne le sont jamais vraiment par altruisme. Sinon, ils paieraient correctement leurs employés et leurs impôts. Là, ils donnent des miettes pour se donner une bonne conscience et une bonne image. Et c'est valable partout. Ensuite, je veux te parler de Americana, de Chimamanda Ngozi Adichie. Un très très beau livre, intense, bien écrit, d'une autrice nigériane. Pour résumer en une phrase, j'aime bien le présenter comme le 50 nuances de racisme ordinaire. On suit Ifemelu, qui quitte son Nigeria natal pour étudier à Philadelphie, aux États-Unis. Et avec ce changement de pays et de continent, elle devient d'un coup fortement confrontée au racisme. Un sujet qu'elle documente dans son blog, un bon moyen pour l'autrice d'approfondir en détail certaines questions, sans sortir de sa narration ni faire des dialogues un peu forcés, ça marche super bien. Comme je disais, j'aime beaucoup ce livre et l'autrice de manière générale. D'elle, j'ai aussi lu l'Hibiscus pourpre qui avait été une sacrée claque. Ce livre, c'est l'occasion pour celles et ceux qui ne sont jamais touchés par le racisme de prendre conscience de certaines facettes, comme la discrimination des cheveux crépus, ou les personnes qui, à force de trop vouloir montrer qu'elles ne sont pas racistes, finissent par en faire beaucoup trop dans l'autre sens. Ça permet aussi de déconstruire certains préjugés ou d'apprendre à répondre au racisme ordinaire quand on le rencontre. Mais avant tout, c'est surtout une belle histoire qui s'étale sur au moins 15 ans et 3 continents, qui fourmille de personnages imparfaits avec leurs défauts, leurs incohérences, ce qui fait qu'on s'y attache beaucoup plus. Presque tout le livre est présenté à travers le regard d'Ifemelu, la narratrice, et cette subjectivité aussi rend le livre plus attachant et intéressant. Ensuite, Fille, femme, autre, de Bernardine Evaristo. C'est un roman choral d'une autrice britannique, née d'une mère anglaise et d'un père nigérian. D'ailleurs, je peux aussi recommander sa biographie, Manifesto Ne renoncez jamais, où elle parle beaucoup de toute sa famille, mais aussi d'écriture, de son enfance, de plein d'autres sujets, c'est passionnant. Pour citer une phrase de la 4e de couverture, il y a dans Fille, femme, autre plus de femmes noires que Bernardine Evaristo n'en a jamais vu à la télévision pendant toute son enfance. Donc ce livre entremêle 12 récits, ceux de 11 femmes et d'une personne non-binaire, la plus jeune ayant 19 ans, la plus âgée 93. À lire absolument si vous aimez les belles galeries de personnages, je trouve qu'on est presque face à un recueil de nouvelles, sauf que toutes les protagonistes sont liées d'une manière ou d'une autre. Et de manière générale, j'aime bien les livres qui cassent à la masse le mythe de la femme, qui ne veut absolument rien dire, comme si on était toutes interchangeables. Ce qui n'est clairement pas le cas ici.
À noter quand même un style ou plutôt un choix de ponctuation très particulier qui ne plaît pas à tout le monde. Personnellement, ça m'a laissé un peu en dehors, j'ai trouvé que ça donne un ton un peu monocorde. Mais par contre, d'autres ont adoré. Apparemment, ça rend très bien en audiobook et ça facilite la lecture de certaines personnes dyslexiques. Donc, à tester. Et le dernier roman dont je veux te parler, c'est Petit Pays de Gaël Faye. Un dernier roman qui est un roman plutôt jeunesse d'un auteur franco-rwandais. Un roman de passage à l'âge adulte sur fond du génocide au Rwanda. On suit l'enfance de Gabriel qui vit au Burundi avec son père français, sa mère rwandaise et sa sœur. Donc je disais que c'est un roman jeunesse, mais vraiment il peut se lire à tout âge. Moi je l'ai lu à 30 ans passés, c'était vraiment super. J'ai accroché dès les premières lignes, notamment grâce au style, des phrases courtes, punchy, qui vont droit au but. Même si le roman est assez court, il arrive quand même à aborder beaucoup de sujets. Comme je disais, le génocide au Rwanda en toile de fond, même si le récit c'est surtout l'histoire d'un petit garçon qui grandit et observe le monde qui l'entoure, la question de l'amitié, celle du racisme et du métissage. En plein Burundi, Gabriel, métis, est considéré comme un blanc, de quoi questionner le caractère arbitraire de la blanchité. On a aussi la neutralité en période de conflit. Peut-on vraiment avoir le luxe de ne pas choisir son camp ? Même si, comme le dit si joliment Gabriel, on est trop occupé à rester enfant pour choisir un camp. Et enfin, la question du deuil et de la séparation des parents. Et aussi, mais là c'est la petite parenthèse très personnelle, la sous-intrigue avec la correspondante française m'a énormément fait sourire, parce qu'à peu près à cet âge-là, j'avais un correspondant burkinabé, et l'échange de lettres m'a vraiment rappelé beaucoup de souvenirs. Et pour finir sur les romans, une petite surprise bonus, j'ai envie de te proposer un auteur classique auquel tu ne t'attends peut-être pas, qui se trouve être mon auteur classique préféré, j'ai nommé Alexandre Dumas. Et oui, sa grand-mère était une esclave affranchie de Saint-Domingue, on dirait aujourd'hui Haïti, d'origine africaine. Et même si aujourd'hui on a tendance à l'ignorer, à l'époque, les origines africaines de Dumas avaient une grande importance et elles le lui étaient fréquemment rappelées, si ce n'est reprochées. Tiens, et si je me relisais le Comte de Monte Cristo ? Et si tu es plutôt essai que fiction, j'ai quand même aussi quelque chose pour toi. Commençons par l'essai Ne suis-je pas une femme de Bell Hooks. Dans cet essai désormais classique, l'autrice états-unienne décrit les processus de marginalisation des femmes noires et l'importance de l'intersectionnalité. Sinon, on pense soit aux femmes, soit aux noirs, mais pas au recoupement des deux. Aussi et surtout, elle critique les mouvements féministes blancs qui ne prennent pas en compte ces questions. C'est un classique du féminisme et de l'afroféminisme qui nous aide à comprendre d'où vient le mouvement, les erreurs du passé, pour trouver un nouveau souffle. Précisons que le livre date de 1981, à l'époque où le féminisme avait du plomb dans l'aile. D'ailleurs, si quelqu'un vous dit que les féministes des années 80 étaient mieux que celles d'aujourd'hui, c'est peut-être pour ça. Pour simplifier grossièrement, ce livre permet de comprendre pourquoi le féminisme ne peut pas être autre chose qu'intersectionnel et anticapitaliste, c'est-à-dire radical, antisystémique, sans quoi il ne fait que déplacer les violences et les oppressions sans rien régler. Ça s'accompagne aussi d'un constat d'échec du féminisme, entre guillemets ancienne génération, ce qui ne suppose pas pour autant de renoncer au féminisme, mais d'en tirer les leçons. Bell Hooks démontre aussi l'importance de rejeter les principes d'universalisme qui ne servent qu'à occulter les différences et les besoins spécifiques des personnes n'appartenant pas au groupe dominant. Ensuite, je t'ai trouvé un bouquin qui n'est pas tout jeune. Le titre, c'est « À 1000 milles de la liberté, l'ingénieuse évasion du plus célèbre couple d'esclaves de l'histoire de l'Amérique » par Helen et William Craft. Un petit peu de spoiler dans le titre quand même. C'est une autobiographie, encore une histoire vraie que la fiction n'aurait sans doute pas osé inventer. En 1848, Helen et William Craft, un couple d'esclaves, décident de s'enfuir pour rallier le nord des États-Unis pour que leurs enfants naissent libres. Et quelle évasion! Helen, métisse à la peau très claire, se travestit en riche gentleman blanc, tandis que William se faisait passer pour son esclave et serviteur. Ce court livre commence par un tour d'horizon de la législation sur l'esclavage. Il explique aussi pourquoi il y avait aussi des esclaves blancs ou à la peau très pâle, comme c'était le cas d'Helen Craft. Puis, il relate leur épopée pour rallier le nord des États-Unis, puis l'Angleterre. C'est William qui raconte, et avec pas mal d'humour. La double inversion, d'esclave à maître et de femme à homme que traverse Helen, est particulièrement intéressante. Et un dernier livre, qui n'est pas vraiment un essai, on va plutôt dire une non-fiction, c'est The Sex Lives of African Women de Nana Darkoa Sekiyama. Je ne crois pas qu'il soit traduit pour l'instant. Donc le titre, ça veut littéralement dire « La vie sexuelle des femmes africaines ».
C'est encore un livre choral pour les amatrices et amateurs de galeries de personnages. C'est un recueil d'une trentaine de témoignages où l'autrice, ghanéenne, parle de façon ouverte et intime de sexualité avec des femmes africaines du monde entier. Elle retrace aussi son propre chemin de libération sexuelle. Qu'il s'agisse de trouver une communauté queer en Égypte, de vivre une relation polygame au Sénégal ou de comprendre l'intersectionnalité de la religion et du plaisir au Cameroun, on a une grande diversité de récits aussi intimes qu'instructifs. C'est un recueil vraiment unique, un kaléidoscope de témoignages très différents les uns des autres, qui reflète toute la diversité de l'expérience humaine, ici féminine, autant au niveau des pays, des religions, de l'âge ou des orientations sexuelles. Les récits sont très intimes et pas du tout formatés. Avec quand même un point commun entre toutes ces femmes, elles se sont autorisées à explorer au-delà de l'hétéronormativité. Le titre est, je pense volontairement, trompeur, dans le sens où le livre ne parle pas uniquement de sexualité, mais de tout ce qui gravite autour, les relations, l'exploration, l'introspection, la famille, etc. Je conseille de le lire plutôt en grappillant une histoire par-ci par-là, plutôt que tout d'un coup, pour ne pas mélanger les histoires et mieux les apprécier. Voilà pour ma petite sélection. J'espère que ces livres te plairont. Tu peux d'ailleurs me dire ce que t'en as pensé. Et si tu as envie d'en suggérer d'autres, ce sera avec grand plaisir. Je pourrais même les rajouter en référence sur le blog a posteriori pour que tout le monde en profite. Pour ça, tu trouveras mon email et mon compte Instagram en description. Et sinon, je te dis à la prochaine fois.